Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de la législation antiterroriste en France, en Europe et en Israël, de la COP21 et du projet de canal entre la mer Rouge et la mer Morte qui progresse. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de cette journée d'info. La police antiterroriste britannique a annoncé enquêter sur une attaque à l'arme blanche commise contre au moins 3 personnes dans une station de métro de Londres. Le terroriste a crié « c'est pour la Syrie ». Plusieurs jours après la fusillade en Californie qui a fait 14 morts et 21 blessés, le président américain Barack Obama a indiqué qu'il est possible que les 2 assaillants aient été radicalisés pour commettre cet acte de terreur. François Hollande a effectué une visite surprise sur le porte-avions Charles de Gaulle déployé en Méditerranée au large de la Syrie dans le cadre des frappes contre l'organisation État islamique. Le secrétaire d'État américain John Kerry a mis en garde contre l'effondrement de l'autorité palestinienne lors de la conférence de Saban 2015 à Washington. Kerry a indiqué que sans l'autorité palestinienne, Israël serait responsable de l'administration civile de la Cisjordanie et cela coûterait des milliards à Jérusalem. Against Hitler and Mussolini. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ont voté en faveur de leur entrée dans la coalition internationale contre l'État islamique. Londres a d'ores et déjà effectué des frappes. Berlin envoie de son côté 1200 soldats et des avions militaires. L'état d'urgence en France ne cesse de faire débat. On va en discuter avec nos invités en plateau. Daniel Sheikh, bonjour. Ancien ambassadeur d'Israël en France, merci d'être avec nous. Amir Oren, bonjour. Vous êtes éditorialiste au journal Haaretz. On va en discuter évidemment avec vous, notamment du point de vue israélien, de l'angle israélien. Mais avant cela, on va rejoindre par Skype un professeur spécialiste, maître de conférence en droit public et fondateur du combat pour les droits de l'homme. Serge Slama, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on parle beaucoup d'arrestations abusives ces derniers jours dans le cadre de l'état d'urgence. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer est bien légal ? Alors, c'est dans un cadre légal qui s'appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une loi de 1955 qui a été adoptée au moment de la guerre d'Algérie et qui a été maintenue depuis. Et cette loi a été modifiée récemment avec la loi de prorogation de l'actuel état d'urgence qui a été déclenché suite aux attentats du 13 novembre. Donc le cadre est légal, il n'est pas constitutionnel puisque pour l'instant l'état d'urgence n'est pas inscrit dans la Constitution. Il y a un contrôle juridictionnel possible à travers le juge administratif, mais on peut penser qu'un certain nombre de perquisitions ou d'assignations à résidence qui sont adoptées actuellement ne sont pas justifiées, notamment lorsqu'ils concernent des militants écolos ou d'autres militants, alors que l'état d'urgence normalement est pour lutter contre le terrorisme. Alors comment on peut contrôler l'action du gouvernement pendant une telle période ? Alors, il y a plusieurs modes de contrôle de l'action du gouvernement. Le premier mode, c'est le mode parlementaire, puisque le Parlement a mis en place une commission parlementaire afin de contrôler ce que fait le gouvernement. Ensuite, il y a un contrôle juridictionnel possible qui est d'une part par le juge administratif, notamment le Conseil d'État qui peut être saisi des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Éventuellement, il y a des questions prioritaires de constitutionnalité qui sont possibles. Et il y a une QPC qui vient récemment d'être déposée par un avocat. En revanche, on peut regretter que le juge judiciaire, qui normalement protège la liberté individuelle dans la Constitution française, est complètement évincé des procédures de perquisition ou des procédures d'assignation à résidence ou de dissolution d'association. Oui. Le seul cas dans lequel le juge judiciaire est saisi, c'est lorsqu'on constate une infraction à l'occasion d'une perquisition, par exemple. Mais pour l'instant, sur les milliers de perquisitions qui ont eu lieu, il y a eu 0 procédure ouverte en matière de terrorisme. Merci beaucoup Serge Slama pour ces explications. Amir Oren, pourquoi en Israël, en tout cas c'est l'impression que ça donne, la législation antiterroriste ne fait plus débat ? In Israel, there is no constitution. En Israël, il n'y a pas de constitution. Il y a quelques lois fondamentales qui sont supposées garantir, entre autres droits et privilèges, la dignité et la liberté des individus. Of individual citizens. And there has been throughout the years some public discussion. Et au fil des années, se sont déroulées des discussions sur les détentions administratives. Mais puisqu'on parle en général des territoires de l'autorité palestinienne ou de ce que l'on appelle des combattants illégaux, comme les combattants du Hezbollah lorsqu'ils sont faits prisonniers, ici ou exfiltrés du Liban, dans le but de les échanger avec des disparus israéliens ou des prisonniers de guerre, eh bien le débat public n'est pas aussi audible qu'il l'est en France actuellement. Mais quelles sont concrètement les mesures de la police israélienne ? Quelles sont les mesures mises à disposition de la police pour lutter contre la terreur ?
מה הכלים של משטרת ישראל נגד הטרור? Ici, la police est le seul corps gouvernemental autorisé à procéder à des arrestations. Et le Shabak, les renseignements intérieurs, sont chargés de suivre les actes de terrorisme et de fournir des renseignements liés au terrorisme. Mais le Shabak ne peut pas faire d'arrestation. Les pères fondateurs d'Israël ne souhaitent pas que le pays ait une sorte de police de la sûreté, comme cela existait en Europe dans la dernière partie du XXe siècle ou sous le régime communiste. Voilà pourquoi ils ont séparé les deux fonctions. Donc pour que le Shabak puisse arrêter des suspects liés à la sécurité nationale, ils doivent coopérer avec la police. Bien sûr, vous arrêtez normalement quelqu'un lorsque vous le ou la soupçonnez d'avoir commis des crimes dans le passé. You suspect him or her of having committed crime in the past. It is very rare for the police to find out that there is a conspiracy. Il est extrêmement rare que la police conclue qu'il y ait une conspiration de commettre un crime et que l'arrestation soit effectuée a priori. De manière générale, la police doit attendre que le crime soit commis et par la suite doit tenter de réunir des preuves afin de les transmettre au parquet et d'émettre un acte d'accusation. Daniel, sur un plateau israélien récemment, un journaliste vous a demandé si le président français était pieds et poings liés par la Constitution française. Vous avez répondu tout d'abord, c'est bien que ce soit le cas. Pourquoi ? Oui, bien sûr que c'est bien que ce soit le cas parce qu'un état d'urgence extrême, tout extrême qu'il soit, doit être considéré comme quelque chose de temporaire, alors que le pouvoir de la loi et de la Constitution est quelque chose de permanent. Et toute l'idée d'une Constitution et d'un état de droit est que les autres pouvoirs soient soumis à ce régime de la loi. Mais ce n'est pas non plus vrai de dire que le président a les pieds et les mains liés il est sous le contrôle. L'état d'urgence n'est pas seulement une situation juridique, c'est une réalité en France. Et on ne peut pas, d'une part, dire quelque chose d'extrême s'est passé en France qui peut se répéter, il faut donc des mesures spéciales, et d'un autre côté dire on n'a pas le droit de bouger d'un iota du régime. Et donc c'est une question d'équilibre, et je pense que dans le cas actuel, l'équilibre est maintenu, même si il y a des couacs au début. Vous avez fait la comparaison avec Israël, c'est une comparaison juste d'une part, mais elle est un peu injuste parce que l'état d'urgence en Israël existe depuis sa création. Oui, c'est vrai qu'Israël est en état d'urgence permanent, mais justement, est-ce que l'Europe va finir comme Israël, à savoir avec des contrôles de sac à main à l'entrée des écoles, des portiques de sécurité, etc. C'est possible. C'est possible. On a vu hier encore un attentat sur un lieu public à Londres. Ça pourrait arriver, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et j'espère que l'Europe ne sera pas amenée à le faire, mais ce n'est pas exactement la même question. Les mesures de sécurité physique sont quelque chose de défensif, alors que le changement ou un changement potentiel dans le régime juridique d'un pays, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Merci beaucoup, Daniel Sheikh, merci beaucoup, Amir Oren, de ces explications. La COP21 se poursuit en France. Alors, que peut-on attendre de cette conférence ? Y a-t-il un espoir d'arriver à un accord ? Avec nous pour en parler, le docteur Hansong Lee, président du GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, lauréat du prix Nobel de la paix par le passé. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Alors, comment expliquer en quelques termes les enjeux de cette COP21 ? Let's recognize that we are warming the climate. Reconnaissons que nous réchauffons le climat et que nous pourrions en subir les conséquences si nous ne nous arrêtons pas. Éviter le changement climatique signifie non seulement que nous aurons un meilleur climat, mais aussi de meilleurs emplois, une meilleure qualité de vie, une meilleure économie et un meilleur environnement. Au final, nous aurons un développement durable. Et le plus important est que nous devons aussi reconnaître que nous devons nous équiper des moyens nécessaires pour faire face au changement climatique. Ce choix repose entre nos mains. On a beaucoup parlé du climat entre pays riches et pays pauvres. Est-ce que les pays du tiers-monde peuvent être contraints par des règles demandées par les États-Unis ou par d'autres pays riches ?
Vous savez, il s'agit d'une action collective. Nous devons tous joindre nos efforts pour aborder ce problème du changement climatique. Et nous, au GIEC, grâce à notre rapport d'évaluation, nous avons mis l'emphase fortement sur le besoin d'une action collective. Le moment est venu de mettre nos efforts en commun pour agir ensemble. Mais avant même le dénouement du sommet, les républicains aux États-Unis affirment être déterminés à bloquer les efforts du président Obama. Ça veut dire quoi? On court à l'échec? Comme vous le savez, le GIEC est une organisation d'évaluation scientifique et non pas politique. Nous avons fourni un ensemble extrêmement complet d'évaluations sur les dangers du changement climatique et sur les moyens d'y faire face. Et nous espérons que la classe politique sera capable d'utiliser ce message scientifique que le GIEC a transmis jusqu'à présent. Mais est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes optimiste quant aux chances de succès de ce sommet? Je pense qu'il s'agit d'un moment historique dans l'histoire de la politique du climat. Comme vous le savez, plus de 180 pays ont exprimé leur volonté d'agir au sujet du changement climatique. Et ça, c'est vraiment historique. C'est un premier pas dans la bonne direction. Et si aucun accord est trouvé, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons espoir que les politiques décideront d'actions signifiantes au cours de cette COP21. Mais je veux dire, pour la planète, qu'est-ce qui va se passer? Je ne pense pas que nous aurons de plan B dans ce cas-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de plan B, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Le monde a reconnu qu'il a besoin d'agir collectivement, et c'est la raison de ce sommet. De nombreux pays ont exprimé leur intention de contribution nationale, près de 185 pays. Cela n'est jamais arrivé auparavant. C'est un moment extrêmement important. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. On va rester dans la thématique de l'environnement avec une bonne nouvelle, un projet titanesque qui traîne depuis des années et prévoit de relier la mer Rouge à la mer Morte pour tenter de sauver cette merveille du monde d'une disparition certaine. Eh bien, ce projet pourrait voir le jour. Cette semaine, un appel d'offres officiel a été lancé pour le construire. Avec nous pour en parler, Mounket Meillard, président de l'association Ecopiste Middle East. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? D'après ce que l'on sait, c'est ce que l'on appelle la première phase du projet du canal entre la mer Rouge et la mer Morte. Ce projet a été lancé la semaine dernière et un appel d'offres et un cahier des charges ont été publiés. Les sociétés candidates devront y répondre pour construire la première phase. Comme vous le savez, un méga projet de canal a été proposé il y a de nombreuses années. Et il a fait l'objet d'une étude conjointe par la Banque mondiale et par les 3 pays respectifs pour évaluer son impact environnemental, mais aussi sa faisabilité. Le résultat de l'étude estimait que ce projet n'était pas faisable. Mais le projet dont nous parlons aujourd'hui est un échange d'eau entre Israël et la Jordanie, avec les Palestiniens faisant figure de bénéficiaires entre les deux. Vous savez que les Jordaniens désaliniseront l'eau à Aqaba et enverront une certaine quantité de mètres cubes à Eilat contre paiement, puis obtiendront de l'eau qui sera acheminée vers les zones où les Jordaniens en ont besoin, contre paiement également. Dans cet accord, les Palestiniens profiteront de 300 millions de mètres cubes, mais ils devront trouver un accord avec les Israéliens pour savoir où cette eau sera acheminée et à quel prix. L'autre partie de ce projet, jusqu'à présent, nous le soutenons à 100%. Nous pensons que telle est la voie à suivre pour la région, coopération et entraide. Mais la seconde partie du projet, au cours de laquelle les entrepreneurs souhaiteraient extraire la saumure qui ressort de la désalinisation à Aqaba et l'envoyer à la mer Morte, environ 100 millions de mètres cubes d'eau salée mélangée à de l'eau de mer, eh bien dans cette partie du projet, nous souhaiterions voir une étude sur l'impact environnemental et la faisabilité également. Car nous ne pouvons pas compter sur l'étude qui avait été réalisée dans le cadre du méga-projet. Il s'agit d'un projet totalement différent et il nous faut faire une étude différente parallèlement. Mais pourquoi est-ce que le projet traîne depuis autant d'années?
Eh bien, il s'agit d'un projet régional, bien sûr. C'est un projet qui demande des fonds énormes. Je pense que la recherche de fonds a été un obstacle. Mais l'usine de dessalement n'est pas aussi difficile que la deuxième phase, au cours de laquelle l'eau sera acheminée vers la mer Morte, qui sera la plus difficile à financer. Car des centaines de millions de mètres cubes d'eau salée acheminée vers la mer Morte n'en fera pas une différence énorme dans l'évaporation de la mer Morte si l'on met ça en perspective face aux sommes dépensées pour cette canalisation. L'électricité générale est aussi insignifiante, donc la faisabilité de la seconde phase du projet est le principal obstacle à franchir en ce sens-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, avec plaisir. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.